Bienvenue donc pour cette conférence Criminalité, les femmes sont aussi capables du pire. Si les femmes donc ne commettent que 10 à 20% des infractions, certaines d'entre elles, des terroristes ou des compagnes de grands criminels par exemple, commettent des actes absolument monstrueux. Nous allons donc frissonner dans les minutes qui viennent en écoutant donc les épopées donc de ces femmes qui ont marqué l'histoire judiciaire récente. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir donc le docteur Daniel Zaguri, donc qui est psychiatre des hôpitaux, expert honoraire auprès de la Cour d'appel de Paris, auteur de Comment on massacre française et de bien d'autres ouvrages que je citerai tout à l'heure et que vous dédicacerez. Je vous en prie, docteur, prenez place. Et les échanges seront animés par Nicolas Bastuc, donc le rédacteur en chef au point. Nicolas, je t'invite à nous rejoindre pour cette conférence qui s'annonce passionnante et avec beaucoup de monde. Merci beaucoup. On applaudit aussi Nicolas, absolument. Merci d'être si nombreux et merci au docteur Zaguri d'être avec nous. C'est vraiment, disons-le, ce qu'il se fait de mieux dans l'expertise judiciaire psychiatrique. Guy Georges, Patrice Allègre, Michel Fourniret, Monique Olivier, des génocidaires, des terroristes. Vous avez expertisé, examiné des centaines de criminels. Une première question avant de parler de la criminalité féminine. Qu'est-ce que vous avez appris d'eux? En quoi cette fréquentation vous a nourri? Je suis... Vous avez 2 minutes. Il me demande de dire en quelques mots 40 ans de parcours d'expertise. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à essayer de transmettre à des magistrats ou à un public éclairé ou à des jurés des phénomènes complexes tout en restant pédagogique et tout en restant audible. Voilà. C'est-à-dire, j'ai appris à faire un effort pour rendre compte de ma spécialité, que j'ai adorée tout au long de ma vie professionnelle, et de la transmettre aux autres. Alors, la criminalité féminine, vous êtes un praticien, vous aimez les cas d'espèce, comme on dit dans les cours et les tribunaux. On va en venir à un certain nombre de cas, mais un tout petit peu de criminologie pour resituer les choses lorsque l'on parle de la criminalité féminine. Les femmes sont très minoritaires dans ce qu'on appelle la population pénale. Elles représentent grosso modo 17% des personnes mises en cause dans les procédures pénales, toute infraction confondue, 10% des personnes condamnées et 3% seulement des détenus. Elles commettent 11% des délits et 6% des crimes. Catherine Ménabé, qui est une juriste, a eu cette formule: plus on avance dans la chaîne pénale, plus elle s'efface. Et ces statistiques-là font preuve d'une remarquable stabilité. Il n'y a pas vraiment d'explication. Elles sont en tout cas beaucoup moins nombreuses que les hommes à commettre des infractions. Alors, il n'y a pas d'explication. Si, il y en a beaucoup. Oui. Mais moi, je résiste à répondre à la question du pourquoi. Parce que souvent, on attend comme ça une phrase, 2 phrases, 3 phrases qui résumeraient des situations complexes. Donc, plutôt que la question du pourquoi, je préfère la question du comment. C'est-à-dire comment une femme a pu en arriver là, par quel stade, par quel mécanisme elle en est venue à être au bord du passage à l'acte. Ça m'intéresse beaucoup plus. C'est beaucoup plus proche d'une réalité vivante que de résumer en 3 ou 4 phrases. Ce qui est sûr, et je pense qu'on va parler que de ça, ce qui est sûr, c'est qu'elles sont moins nombreuses, mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'on les regarde à travers nos fantasmes, à travers des approximations, à travers des projections, à travers des stéréotypes, et que c'est peut-être ça dont il faut discuter pour faire en sorte que la criminalité féminine, on la regarde ni comme un phénomène, si je puis dire, qui est étranger au féminin, ni comme un phénomène qui serait absent. Alors, certaines infractions
sont, si j'ose dire, plus féminines que d'autres. Alors les meurtres, 10% des meurtres sont féminins, la plupart du temps dans le cercle intrafamilial, c'est-à-dire que les femmes, disons-le, lorsqu'elles tuent, elles tuent essentiellement leurs enfants, leurs conjoints, leurs parents. Ça, c'est une donnée. Pour les viols, elles sont encore moins nombreuses. 4% des viols, mais je crois, docteur Zaguri, que vous faites partie de ceux qui pensent qu'il y a un chiffre noir de la criminalité sexuelle féminine. Un chiffre noir, c'est-à-dire beaucoup de faits qui ne sont pas dénoncés. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez visité la prison de Rennes. Oui, des femmes. Il y a beaucoup de femmes. Oui, il n'y a que des femmes. Il n'y a que des femmes, oui. Et alors, il y a 30 ans, il n'y avait pas de femmes qui étaient incarcérées pour des infractions sexuelles. On ne le voyait pas. C'était impossible. Et puis, si je puis dire, c'est arrivé sur le marché de la criminalité. Ça a étonné beaucoup de gens. Mais en même temps, et ça, c'est une idée qui me tient à cœur. Vous savez, quand Guillaume, le philosophe, épistémologue, disait on connaît la norme à travers sa transgression. Et dire qu'il n'y a pas de transgression sexuelle chez les femmes, c'est dire qu'elles n'ont pas de sexualité propre. C'est comme si c'était dire qu'elles se prêtaient à la sexualité masculine. Donc, paradoxalement, c'est un point de vue misogyne. Absolument, oui, ça c'est un petit peu votre théorie, effectivement. Alors, beaucoup de femmes, enfin elles sont en tout cas beaucoup plus nombreuses dans les atteintes aux biens, les escroqueries, les abus de confiance. Une seule infraction, et on en aura fini avec la criminologie, où elles sont largement majoritaires, c'est la non-représentation d'enfants, donc le fait de ne pas présenter les enfants au père. Alors, il existe des infractions où elles sont surreprésentées, et là on va en venir au cas d'espèce, et notamment ce qu'on appelle les infanticides, qui n'est pas une notion juridique, mais une réalité, le fait donc de tuer l'un de ses enfants, et en particulier les néonaticides. Alors j'aimerais que vous nous parliez du déni de grossesse tragique, c'est-à-dire celui qui débouche sur un néonaticide, c'est-à-dire le meurtre d'un nouveau-né jusqu'à ses 24 heures. Que se passe-t-il quel est le processus psychique qui conduit à cet extrême? Alors, vous avez raison, c'est une infraction, c'est un crime spécifiquement féminin, parce qu'il y a peu d'hommes enceintes. Hein, oui. Je pense que tout le monde s'accordera là-dessus. Et c'est donc, alors, c'est vraiment une criminalité très, très spécifique. J'ai eu l'occasion d'en voir un certain nombre, et je dirais que c'est l'illustration la plus extraordinaire de la force de l'inconscient sur le corps. Donc, voilà des femmes qui, lorsque on a affaire à un déni total, jusqu'au moment de l'accouchement, ne savent pas qu'elles sont enceintes. Non seulement elles ne savent pas qu'elles sont enceintes, mais elles n'ont pas ressenti les seins grossir, elles n'ont pas senti le bébé bouger dans leur ventre, elles n'ont pas d'aménorrhée ou elles croient ne pas avoir d'aménorrhée, etc., etc. Plus surprenant encore, certaines ont même leurs règles jusqu'au bout. Oui. Et ça, c'est assez formidable. Et leur ventre est plat. Leur ventre est plat. Et lorsque il y a une levée du déni de grossesse, à la fin de la grossesse, lorsqu'elles l'apprennent, fort heureusement, il ne faut pas croire que tous les dénis de grossesse, même les dénis totaux, aboutissent à des néonaticides. Hein, donc c'est très peu. Hein. Il y a, je crois, alors j'ai noté les chiffres, 310 dénis de grossesse totaux par an en France. Hein. Bon, bah bien entendu, tous n'aboutissent pas à des dénis de grossesse. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'à partir du moment où psychiquement elles acceptent l'idée d'être enceintes, en quelques secondes ou quelques minutes, le bébé reprend sa place. Alors on a dit, ce pauvre bébé, ce pauvre fœtus, c'est un passager clandestin. C'est-à-dire, le ventre est plat et il passe toute la grossesse comme ça. Et alors, on aurait pu croire qu'il y aurait des dégâts ou des problèmes par la suite. Non, il n'y en a pas. Il y en a pas. Et ces femmes elles-mêmes, elles-mêmes deviennent des mères comme les autres. Elles ne sont pas particulièrement moins compétentes que elles sont suffisamment bonnes, les autres. Comme disait, et donc, ouais.
jusqu'au bout, celles qui commettent un néonaticide, hein, malheureusement, jusqu'au bout, elles ne se savent pas enceintes, elles ont mal au ventre. Elles croient qu'elles sont constipées et elles voient quelque chose sortir de leur corps, quelque chose qui n'est pas un bébé. Parce que pour être enceinte, il faut effectivement un certain nombre de mécanismes biologiques, médicaux, que tout le monde connaît, mais il faut aussi être enceinte psychiquement. Il faut anticiper le bébé, il faut rêver le bébé, il faut savoir qu'on est enceinte. Il faut, et ça, elles l'ont ignoré. Donc cette chose qui sort et qui a été déniée pendant 9 mois, elle s'en débarrasse au plus près. Et donc, on ne va pas rentrer dans les détails de tous les cas, mais c'est... il y a une espèce d'improvisation catastrophique des conduites dans un moment comme ça, paroxystique, d'angoisse, dont elle conservera très peu de souvenirs. Et ce qui est remarquable, c'est que quand il y a des nids de grossesse, il n'y a pas pathologie psychiatrique. Hein. Donc, ce ne sont pas des femmes qui ont une pathologie psychiatrique avérée. Donc, c'est quelque chose de tout à fait étonnant, qui a des manifestations assez diversifiées, mais avec un processus qui est toujours le même. Alors, pas de pathologie et donc responsabilité pénale. Elles encourent la perpétuité. Est-ce que les cours d'assises, on voit assez peu quand même d'affaires aller jusqu'à la poursuite finale? Est-ce que les jurés ont tendance à être plutôt magnanimes, enfin en tout cas indulgents vis-à-vis de ces femmes, ou est-ce qu'elles sont condamnées lourdement? Non, elles ne sont pas condamnées lourdement, mais je dirais que l'équation individuelle du juge et du jury est vraiment très importante. Et là, on est au cœur du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire la représentation que nous avons de la criminalité féminine. C'est-à-dire qu'on peut basculer très vite de l'image de l'horrible sorcière qui a tué ses enfants à la naissance, qui ne leur a pas laissé la possibilité de vivre, qui est une image répugnante, à l'image de la pauvre fille désemparée qui a été débordée par les émotions. Et ça, ce virage-là, on l'observe dans certains procès. Je crois qu'il y a eu un moment comme ça dans le procès de Véronique Courgeot, oui. Où effectivement elle est passée de l'horrible Gorgone à quelque chose qui est plus empathique de la part de ceux qui l'ont jugée et de la part des journalistes, évidemment, dans la salle, qui rendent compte du procès. Alors, vous revendiquez une approche féministe lorsque vous parlez de la criminalité féminine et vous nous dites qu'il faut se méfier des stéréotypes de genre qui voudraient que les femmes soient moins disposées à commettre des crimes. Et je vous cite, alors pardon, c'est un peu cru, mais il faut laisser aux femmes la capacité d'être salopes, perverses, immondes. C'est un préjugé misogyne que de dépouiller la moitié de l'humanité des oripeaux de la perversité, du sadisme et de la méchanceté. Pour dire les choses autrement, elles sont beaucoup moins nombreuses, elles passent beaucoup moins souvent à l'acte, mais quand elles passent à l'acte, elles peuvent être tout aussi cruelles que les hommes. Oui, alors tout aussi cruelles, mais pas plus. Parce qu'il y a, si vous voulez, il y a cette tentation de la bascule dans la perfidie féminine, etc. etc. Ah oui, donc, tout aussi cruel. Ni plus ni moins. Moi, j'avais été frappé. J'avais examiné donc Michel Fourniret et examiné Monique Olivier. Et son épouse. Son épouse. Et j'avais été avec lequel elle était liée par un pacte criminel très fort. Hein, et j'avais été frappé par la façon dont elle se présentait comme une pauvre fille sous l'emprise d'un homme qui l'avait forcée à faire un certain nombre de choses, mais elle ne le voulait pas, mais elle l'a fait quand même, et c'est horrible, elle a beaucoup souffert, etc. Et ça ne tenait pas une seconde à l'étude attentive du dossier. Hein. Ça a duré 17 ans. Elle a participé activement au crime de son mari. Donc, elle n'a pas eu un rôle passif, hein, elle a eu un rôle très actif. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi et comment et qu'est-ce que ça lui a apporté sur le plan de sa propre économie psychique. Elle a livré en pâture à son mari des jeunes femmes qui ont ensuite été violées, torturées, assassinées. Alors, à un premier niveau, oui. elle a offert par procuration
une virginité, qui était l'obsession de son mari, Mhm. une virginité qu'elle ne pouvait pas lui offrir. Bon, Oui. à un premier niveau. Mais, à un autre niveau, elle n'était plus, si je puis dire, la petite fleur abîmée par son père qui ne s'intéressait pas à elle, par ses frères qui se moquaient d'elle, par ses maris qui la maltraitaient, d'après elle. Elle n'était plus ça. Et dans un renversement des perspectives, elle était celle qui faisait vivre ça à l'autre. Et elle était celle qui reprenait la main sur son destin. Elle avait enfin les cartes en main et elle n'était plus cette petite chose. Et donc, elle était dans une jouissance perverse. Ce qui est le propre de la perversité et ce qui est le chef-d'œuvre de la perversité, c'est que je transforme ce qui autrefois était un traumatisme en un vécu de toute puissance au détriment de l'autre. Et je fais vivre à l'autre ce qui autrefois avait occasionné ma propre détresse. Et donc, c'est tout ça pour dire que c'est vraiment des bénéfices personnels de type pervers qu'elle tirait, et elle n'était pas simplement l'instrument de Michel Fourniret. Non seulement, alors j'aimerais quand même qu'on s'arrête un petit peu sur la perversité au sens psychiatrique du terme et pas au sens un petit peu commun. La perversité, dites-vous, c'est rejouer la scène à l'envers, vous venez de l'expliquer, hein, au détriment d'un autre sur lequel se débarrasser de ses anciens malheurs pour se soulager, pour ne pas s'effondrer, mais aussi pour en jouir, pour Absolument. triompher. Absolument. Là où autrefois j'ai connu le traumatisme et la détresse, je connais aujourd'hui le triomphe au détriment d'un autre. Et ça, c'est pas Fourniret qui l'a guidée, c'est elle-même qui en a tiré profit. Mais au départ, elle ne s'est pas mise avec Fourniret pour ça, hein. Elle cherchait. Alors Fourniret disait un Lino Ventura, c'est-à-dire elle cherchait un costaud, un Oui. baraqué qui casserait la gueule à tous les hommes qui l'ont maltraité, selon elle. Alors comment se passe une expertise? Comment vous avez mis au jour, détecté cette extrême perversité chez un sujet comme Monique Olivier? Comment, c'est une question qu'on se pose souvent, comment en quelques entretiens en prison, dans un huis clos pour le coup très singulier, on peut déceler les signes de cette perversité et de cette dangerosité de fait? Alors on ne sait pas tout, hein. On Oui. ne sait pas tout. On n'a pas posé toutes les questions, mais quand on fait bien son travail, on a passé beaucoup de temps. On a étudié le dossier, on a lu les témoignages, on a rencontré la personne, on l'a vu longuement. euh, on a prêté attention à ce que l'on a soi-même éprouvé, hein. Ça, c'est très important. Quelles ont été les contre-attitudes induites au moment de l'examen? Par quelle phase est-on passé? Bon, on a pris beaucoup de notes. Et puis après, on fait au mieux pour répondre aux questions posées par la société à travers les magistrats, pour répondre à ces questions, voilà, et essayer d'éclairer le public. Dans son cas à elle, le piège, c'était de ne la voir que comme l'instrument de son mari, à son corps défendant. Et je pense que une étude attentive du dossier et de la personne, qui d'ailleurs ne nous a pas dit grand-chose, hein, donc après, faut essayer de, voilà, faut faire au mieux. Mais c'est à chaque fois, c'est à chaque fois différent. Vous savez, l'expert ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. C'est Oui. toujours des situations différentes. Alors, il a deux missions. D'abord, déterminer si la personne est pénalement responsable, c'est-à-dire si elle était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant pu altérer son discernement, l'article 122-1. Et puis ensuite, devant la cour d'assises, lorsque la personne est pénalement responsable et qu'elle est en état d'être jugée, d'éclairer la cour sur sa personnalité, sur les raisons du passage à l'acte. Oui, c'est ça. Le noyau dur de l'expertise, c'est quand même de savoir s'il y a une maladie mentale ou pas. Mhm. Et si cette maladie mentale, attention, il ne suffit pas qu'il y ait seulement une affection psychiatrique. Encore faut-il que cette affection psychiatrique soit la seule en cause dans les actes qui ont été commis. Donc, dans ce cas-là, qui est assez rare, on conclut à l'irresponsabilité pénale. Mais dans tous les autres cas, on essaie de faire au mieux pour d'abord comprendre pour soi, mais comprendre pour soi, c'est pas nécessairement le plus important. Encore faut-il que ça soit audible par les autres, c'est-à-dire qu'il faut sortir du jargon et il faut essayer de dire
en termes communs, sans être réducteur, hein, sans être simpliste, essayer de rendre compte de phénomènes complexes. Alors, autre affaire dans laquelle vous n'êtes pas intervenu, mais que vous avez suivi de près, je crois même que c'est une de vos élèves qui a mené l'expertise, c'est, j'en parle parce que c'était dans l'actualité, l'affaire de la petite Lola, une affaire absolument épouvantable d'une jeune collégienne tuée, violée, victime d'actes de torture et de barbarie, et ensuite dont le corps a été jeté dans une valise dans le 19e arrondissement de Paris. Et l'auteur de ce crime épouvantable est une femme, une jeune femme, Dabia Benkired. Et là aussi, on a la preuve que la cruauté est largement partagée entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce que ça vous inspire? D'ailleurs, Dabia Benkired a été la première femme condamnée à la perpétuité incompressible, comme Michel Fourniret d'ailleurs. Comment vous avez regardé ce procès il y a quelques mois? Alors, je reviens 2 secondes sur Monique Olivier. Moi, ce qui m'avait frappé, c'était que dans le public, c'était presque plus horrible que ce qu'avait fait Michel Fourniret. C'était presque plus éprouvant, c'était presque plus insupportable. Comment une femme peut-elle faire ça? D'autant qu'elle avait joué le rôle de faire baisser la prévention, hein, des gamines en jouant le rôle de l'épouse de Fourniret, ou soit enceinte, soit avec un bébé. Donc cette image-là, c'est une image absolument intolérable qui renvoie à comment est-ce qu'une femme peut faire ça. Hein, voilà. Comment est-ce qu'une femme peut faire ça? Et là, il y a un impensé, hein, dites-vous, là-dessus. Oui, il y a un tabou qui est insupportable. Il y a un tabou insupportable qui peut nous amener à des excès opposés, hein, des excès opposés, c'est-à-dire soit ce sont des monstres, ce sont des grandes malades, soit ce sont des victimes des hommes qui les ont poussées, qui les ont induites à ce type de comportement. Et c'est là qu'effectivement, faut être vigilant. Et alors, dans le cas d'effectivement de la petite Lola, c'est la même chose. Je veux dire, comment une femme peut-elle faire ça? Et comment ces idiots de psychiatres, parce que on sait bien hein, quand même, comment ces idiots de psychiatres peuvent dire qu'elle n'est pas malade, hein, qu'elle n'est pas malade et qu'elle n'est pas non plus un monstre. Alors, vous savez, un psychiatre, quand il fait une expertise dans une telle situation, il ne se demande pas si c'est horrible, si c'est insupportable. Il essaie de voir quel est le processus qui est en jeu dans le passage à l'acte. Et là, le processus, il était à la fois psychopathique et pervers, mais il n'était pas du tout psychotique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une malade mentale. Ça veut dire qu'il n'y a aucun signe qui permette de dire que selon les classifications, etc., elle est... il n'y a pas de psychose. Il n'y a pas de psychose, voilà. Par contre, elle crève le score de la psychopathie. Donc, mon ancien interne, là, donc, qui a fait l'expertise, donc, a fait une échelle qu'on appelle l'échelle de Hare, et elle a un score de 35,5 sur 40, 35 sur 40, bon, ce qui est quand même énorme. C'est quand même énorme. Donc, pour ce qui concerne la psychopathie, c'est-à-dire l'instabilité affective et caractérielle, l'impulsivité, l'absence de conscience morale, l'intolérance à la frustration. L'intolérance à la frustration, la réactivité, tout ça, on est vraiment là-dedans. Et pour ce qui concerne la perversité, c'est-à-dire que elle était effectivement particulièrement instable, elle avait une histoire quand même qui était une histoire compliquée, et elle avait été frustrée par la mère de la petite Lola qui lui avait refusé l'accès un badge à d'accès. Bon. Et au fond, là, on retrouve aussi le même mécanisme qui est plutôt que de tomber dans le marasme, plutôt que de mariner dans cette espèce de frustration qui m'envahit, j'inverse la posture et moi, je me libère et je me livre à un certain nombre d'actes qui font que je suis
maîtresse de la situation et que c'est moi qui ai les cartes en main. Et donc, c'est effectivement insupportable, hein, insupportable quand on fait la lecture des faits, mais en même temps, dans l'esprit du public, ça n'est pas possible qu'une fille qui fasse ça ne soit pas une malade mentale ou ne soit pas un monstre. Un monstre, bon, c'est pas tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire quelque chose qui échappe à la condition humaine. Eh ben, un psychiatre, ben voilà, en général, on n'a pas nécessairement un grand succès quand on le dit, mais oui, ce sont des mécanismes humains qui mènent à ça. Ces mécanismes humains, on essaie de les analyser, et puis la petite Lola, et pour une fois, je veux dire, pour une fois, il n'y a pas eu de querelle d'experts, tout le monde était d'accord. C'est pas parce et ça, les aliénistes n'ont cessé de le dire depuis le début du XIXe siècle. C'est pas parce qu'un crime est atroce qu'il est nécessairement le fait d'un malade mental. Le fait est qu'au cours des 10 dernières années, aucun acte féminin de cette nature n'avait été répertorié. Encore une fois, viol, acte de torture et de barbarie et meurtre. Alors, vous dites aussi qu'on sous-estime peut-être, ou on ne prend pas assez en compte ce que vous appelez les meurtres par induction. Et vous avez cette image assez amusante de la famille Dalton. Dans la famille Dalton, qui est le pire des membres, et vous dites, ben, c'est peut-être Ma Dalton, c'est-à-dire celle qui ne se salit jamais les mains, mais qui pousse ses fils à agir. Et il y a le cas de cette adolescente que vous avez expertisée, fascinée par Tueur-né d'Oliver Stone, qui a poussé son petit ami à tuer. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? Ben oui, c'est pas une belle histoire à raconter avant de faire dodo. Hein, oui. Donc, enfin bon. Et donc, je voudrais quand même dire quelque chose, puisque vous m'interrogez sur cette histoire, c'est que ça s'est passé il y a une vingtaine d'années et que j'imagine que cette jeune fille qui a induit ce crime absolument épouvantable est une femme qui a des enfants, peut-être adolescent aujourd'hui comme elle l'était à ce moment-là, et que j'imagine très bien qu'elle peut être rentrée dans la vie sociale. Donc à l'époque, elle était une lycéenne. Il y a quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'est qu'elle était très douée, elle était très bonne, mais comme elle avait un complexe d'infériorité, elle pensait qu'on exagérait, on la trouvait bonne, mais qu'en fait elle ne l'était pas, etc. Quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, c'est que quelques semaines avant le crime, la prof de lettres leur avait fait faire une dissertation, une rédaction sur le rapport entre le cinéma et la violence. Elle avait fait une très bonne rédaction, et la prof lui avait dit « Vous n'avez pas suffisamment insisté sur l'esthétique de la violence ». Et après coup, effectivement, ça m'est resté, et je pense quand même qu'il faut réfléchir, hein, il faut parfois réfléchir. Bon. Donc cette adolescente, elle était déprimée, dans un marasme, elle se sentait vide, et puis donc elle écrivait des choses assez noires dans ses cahiers intimes, et puis elle était fascinée par le film d'Oliver Stone, Tueur-né. Hein, était fascinée par la relation de Mickey et Mallory, c'est-à-dire que c'était une relation où ils ne pouvaient se faire que du bien tous les deux et qu'ils étaient dans une espèce de bulle comme ça, fusionnelle, alors que le monde entier était hostile. Et à chaque fois qu'elle voyait la scène où Mallory et Mickey tuent le père de Mallory, elle avait des tremblements de joie, d'excitation. Et donc, elle tombe amoureuse d'un camarade de classe, et lui, il l'envoie balader, et ça, elle le vit très mal, et elle écrit dans son livre, dans son cahier intime, c'est fou ce que les désillusions peuvent creuser la faille. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a un moment de vacillement, et elle fait des rêves, et elle rêve notamment qu'elle saute sur un mec pour le violer. C'est-à-dire que, au fond, et elle dit très bien, si j'avais rien fait à ce moment-là, je n'aurais rien fait de ma vie.
là encore une fois, j'emploie toujours les mêmes formules. Hein. Il faut reprendre la main, il faut changer de posture. Et donc, elle va inciter son camarade à tuer hein, ce petit ami qu'il avait délaissé. Voilà, ce petit ami qu'il avait snobé. Et donc, et ça, je l'ai vu plusieurs fois. Et lui, c'était Lucien Fou d'amour, hein, donc pour elle, il aurait fait n'importe quoi. Et donc, il va effectivement la tuer. Et donc, vous m'interrogez sur ce cas. Dans ce cas, là aussi, il n'y a pas de psychose. Là aussi, il n'y a pas de maladie mentale. Là, on est dans des troubles, ce qu'on appelle les troubles identitaires, les souffrances identitaires narcissiques. On est dans quelque chose qui se passe à l'adolescence où il y a des bascules dépressives et un univers de noirceur qui risque d'envahir le sujet, mais on n'est pas dans la maladie mentale. Et là encore, alors effectivement, ce cas à l'époque avait été assez médiatisé sur le mode le cinéma peut-il tuer, voilà. Oui. Et vous vous souvenez de la peine qui lui a été infligée? Alors, je ne me souviens pas de la peine qui lui a été infligée. Elle était complice, pour le coup. Pardon ? Elle était complice du meurtre, par instigation. Elle était incitatrice. Alors, il y a eu récemment une ou deux affaires comme ça, et où j'ai noté que le tribunal était plus sévère avec la fille qu'avec l'acteur, qui est vécu comme le bras armé, d'une instigation au crime. J'ai encore plein de questions, docteur Zaguri, mais on va laisser la salle s'exprimer. Absolument, parce que vous êtes très nombreux. Alors, je vous demanderai des questions courtes et des réponses courtes. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Voilà, je vois déjà. On va commencer par votre question, monsieur. Dans ce champ de paradoxalisation à propos de sexualité, j'ai une pensée pour cette dame de Mazan dans le Vaucluse. Pouvez-vous imaginer l'inverse, c'est-à-dire son mari piégé par sa femme et qui, lui, serait complètement enivré pour s'envoyer 50 ou 70 femmes pour le plaisir de sa femme? Alors, on vous entraîne sur le chemin de la fiction. Je me suis juré de ne pas parler du viol de Mazan. Ah. Je vais simplement dire deux mots. Du coup, je refoule le nom. Gisèle Pellicot. Gisèle Pellicot est devenue, comment dire, l'icône de la pureté féminine universelle. Et c'est vrai que elle a tellement été salie, ça évoque tellement de dégoût, la scène, bon, qu'on peut comprendre. Elle a été reçue récemment par Camilla, et donc, et moi je l'ai vue à la grande librairie, je l'ai trouvée extraordinaire, elle crève l'écran, elle est extraordinaire. Cela dit, et je m'arrêterai là, elle a aimé cet homme pendant 40 ans. Cet homme est un grand pervers. Immense pervers, dont on sait maintenant qu'il a aussi tué. Hein. Bon. Et non seulement elle a aimé cet homme, mais quand sa fille a dénoncé son père, elle a dit que sa fille, elle n'a pas soutenu sa fille. Bon, donc, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a une mythologie, à chaque fois comme ça qu'il y a quelqu'un qui vient incarner un mythe collectif, ben évidemment, c'est jamais aussi simple. Qu'elle ait été victime, je n'en doute pas une seconde, mais que la relation à son immense pervers de mari pendant 40 ans était seulement la relation d'une victime. Ben je pose la question, j'ai pas de réponse, mais à mon avis, il faudra des années avant qu'on déconstruise cette mythologie collective. Alors nous allons passer à une autre question. Bonjour. Dans votre approche, donc, vous avez pointé le microscope, la focale sur les criminels, mais moi j'aimerais que vous retourniez la focale un peu dans l'autre sens,
ici, c'est-à-dire vers on va dire les fantasmes du grand public vis-à-vis des criminels, des psychopathes, des pervers, des sociopathes. Je prends un exemple très récent dans l'actualité, c'est l'affaire qui défraie la chronique, on va dire criminelle et politique internationale à l'heure actuelle, c'est l'affaire Jeffrey Epstein, mais qu'on devrait appeler Jeffrey Epstein Ghislaine Maxwell. Bon, ça, on ne le dit pas assez. Et moi, une chose qui m'a étonné, c'est que normalement, toute personne normalement constituée devrait avoir une réaction de réprobation morale et de répulsion vis-à-vis de cette personne. Et j'ai pu constater, Quelle est votre question, à travers posez une question, voilà, s'il vous plaît. j'ai pu constater à travers les médias et les réseaux sociaux que, notamment dans la population masculine, il y avait énormément de fantasmes, d'attraction et d'attirance vis-à-vis de cette personne. Merci. Une réaction, docteur Zaguri? Compliqué. C'est le problème général de la fascination des grands criminels. Et du mal. Voilà. Et la fascination du mal. Et la fascination du mal. Aux États-Unis, les tueurs en série sont des légendes du mal. Bon, alors vous avez raison d'associer Ghislaine Maxwell. Bon, oui. Effectivement, bon, parce que c'est effectivement là aussi un couple criminel. Maléfique. Oui. Bon. Mais je pense, et je crois qu'il y a eu d'autres interventions d'ailleurs à ce colloque sur la difficulté que nous avons tous à avoir un regard un peu objectif sur ces phénomènes-là, sans y projeter nos propres simplifications, nos propres fantasmes, nos propres archétypes, etc. etc. Bon, vous avez raison, logiquement, il ne devrait y avoir que du dégoût. Mais il n'y a pas que du dégoût, il y a aussi de la fascination. Et que, voilà, je ne peux qu'abonder dans votre sens. Merci beaucoup. Une prochaine question courte. Oui, merci pour tous vos propos. Et c'est vrai que je voulais reprendre ma question, va peut-être vous replonger sur Pellico, mais là, vous avez parlé de criminalité, mais au niveau de la perversion sexuelle, ne pensez-vous pas qu'il y en a beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes? Ne serait-ce que nous, morphologiquement, il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire. La perversion, l'exhibitionnisme, vous ne le voyez pas chez les femmes. L'inceste et le viol. Alors, on va laisser le docteur Zaguri répondre. N'est-ce pas plutôt un comportement masculin? Oui, alors, essayons d'éviter les essentialisations. Au fond, quand Nicolas Bastuc m'a appelé pour me proposer cette interview, je me suis dit, la femme est l'avenir de l'homme, pour reprendre Aragon, non pas parce qu'elle est, si je puis dire, dégagée de toute tentation du mal, mais parce qu'elle agit moins que les hommes. Elle agit moins que les hommes. Il y a moins. Alors, je ne peux pas dire, si vous voulez, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de perversité féminine, c'est pas vrai. C'est absurde. On n'a pas parlé des empoisonneuses, oui. Dans l'histoire, on n'a pas parlé d'un tas de choses. Les djihadistes aussi. Pardon ? Les djihadistes, oui, les incendiaires. J'ai examiné un certain nombre de djihadistes. Bon, donc, on ne peut pas exonérer la femme de toute perversion. Si, il y en a moins, mais vous avez raison, bien entendu, il y en a moins, mais on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Voilà, c'est tout. En définitive, on tourne autour de ça. Très bien, merci beaucoup. Il nous reste moins d'une minute, docteur. Alors, je vais peut-être vous demander vraiment en quelques mots comment vous expliquez justement cette fascination pour les grands criminels, le fait qu'il y ait des centaines de femmes qui peuvent leur écrire sans les connaître. Est-ce qu'elles sont dangereuses, ces femmes? Ah là là. En quelques mots, je suis désolée, je n'aurais pas dû... Mais oui, nous les hommes bien, on a beaucoup moins de succès que les tueurs en série. Ben, c'est évident, c'est évident. Donc, alors, moi j'ai une théorie... Elle vaut ce qu'elle vaut. Bon, ce ne sont pas des femmes extrêmement équilibrées. Ce sont quand même des femmes qui cherchent à travers ces vedettes du mal, qui cherchent aussi une certaine notoriété. Mais il y a quelque chose, si vous voulez, dans le désir, pas dans le désir féminin en général, parce que je vais tomber dans le piège de l'essentialisation que je dénonce, mais dans le désir d'un certain nombre de femmes
il y a cette idée, moi, par la force de mon amour, je vais transformer cet homosexuel en quelqu'un qui va aimer une femme. Moi, je vais transformer quelqu'un qui est un mauvais garçon en quelqu'un qui va devenir un ange. Voilà. Merci infiniment. On vous applaudit tous les Merci. deux.